Eh bien, notre prochain intervenant, c'est docteur Laurent Ladouce, qui est directeur de recherche de la Fédération pour la paix universelle et consultant en diplomatie des villes. Donc voilà. Bonjour à tous. Ah, la salle est remplie, c'est gentil d'être venu. Alors, récemment, il y avait une exposition Vivre ensemble à la Concorde et malheureusement, elle a été un peu saccagée. C'est pas une place pour faire ça quand même, la place de la Concorde. Bon, alors, aujourd'hui, on est des gens sages. On est réunis pour deux journées. La journée donc du Vivre ensemble en paix et la journée internationale des familles. Et les deux thèmes sont liés en fait, hein. Alors, c'est vrai que la paix, c'est un bien précieux, mais qui est lié à d'autres biens. Par exemple, la fraternité, dans notre devise, elle est liée à la liberté et aussi à une certaine idée de l'égalité ou de l'équité entre les êtres humains. Et la Constitution américaine rajoute le droit au bonheur. Donc, le vivre ensemble, c'est aussi, je dirais, la capacité. Est-ce que nous avons la capacité de vivre librement, mais en étant soucieux des autres, spontanément en fait, hein? Alors, Aristote disait que l'être humain est un être social, voilà, il a le sens d'autrui. Descartes disait que nous sommes des êtres de raison. Donc, si nous étions vraiment sociables et raisonnables, je pense que nous trouverions librement notre place dans le corps social. Ça serait presque intuitif. Mais en fait, ce n'est pas évident, comme l'a dit la précédente oratrice, l'être humain doit apprendre en fait. Ce n'est pas instinctif. Alors justement, est-ce qu'il suffit de connaître les lois pour vouloir les observer? Nous sommes dans une société très juridique, il y a énormément de lois en France, un surcroît de lois. Il y a aussi beaucoup d'exceptions aux lois en France. Et nous voyons malgré tout énormément de comportements d'incivisme, y compris d'ailleurs chez des gens qui connaissent la loi sur le plan rationnel. Donc il y a une question qui se pose, c'est d'où vient le consentement aux lois? Comment se fait-il que nous décidions ou non d'obéir aux lois? Une question fondamentale. Et Ernest Renan appelait ça le plébiscite de tous les jours. Ça veut dire que, par exemple, vous décidez de payer votre ticket de métro. Voilà. Quand on vous regarde ou pas, c'est votre conscience qui décide ça. Ça, c'est le plébiscite de tous les jours. Et alors, c'est justement Renan qui a créé l'idée du vivre ensemble dans un texte célèbre qui s'appelle Qu'est-ce qu'une nation, qui est un grand classique de la littérature politique. Et Renan s'est demandé comment nous arrivons à être bien disposés, à avoir confiance dans les institutions. Vous savez en Europe, il y a des sociétés où il y a plus ou moins de confiance. Les Pays-Bas sont réputés comme une société de confiance depuis des siècles et la France comme un pays plutôt de méfiance, malheureusement. Ça, Alain Peyrefitte l'avait très bien vu dans Le Mal français. Ça, c'est un problème. Pays-Bas, c'est une société extrêmement ouverte, en fait, mais l'une des plus sûres d'Europe, malgré une densité de 500 habitants au kilomètre carré. Comment font-ils? Voilà, beaucoup plus de sécurité que dans notre pays, avec beaucoup plus de liberté aussi. C'est un paradoxe. Voilà. Alors, pardon. Le, justement, comme il s'appelle, Auguste Comte, il s'était demandé sur quoi est basé sur le vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on est porté à adhérer au pacte social? Et c'est lui qui a diffusé le mot altruisme. Il l'a pas inventé, c'est Sieyès qui l'a inventé. Mais de nos jours, on parle beaucoup d'altruisme. En fait, c'est Auguste Comte, le père de la sociologie, qui est l'inventeur en fait de ce terme. Et donc Comte, au départ, c'est un rationaliste, un polytechnicien. Il ne jure que par la raison. C'est un cartésien. Et il va finir par affirmer ce qu'il appelle la prépondérance du cœur. Pour un homme de son temps, c'était une évolution énorme en fait. C'était quelqu'un qui ne croyait que dans la raison et qui, à la fin de sa vie, a mis en avant le cœur. Alors, Tocqueville avait parlé des habitudes du cœur, mais Comte va plus loin. Alors, Comte, en fait, il est réaliste, hein. Il sait que l'être humain, spontanément, il est plutôt centré sur lui-même. Il pense d'abord à son ego, mais il estime que petit à petit, nous apprenons ce sens d'autrui. Alors, où ça? Ben justement, où est-ce qu'on apprend à sentir? Eh bien, c'est en famille, en principe. C'est l'école
de l'amour, euh, justement de l'amour construit, hein, pas simplement du coup de foudre, mais ce que Erich Fromm appelle l'art d'aimer. Bon, c'est un livre célèbre du XXe siècle. Fromm montre ceci: aimer quelqu'un ne relève pas seulement de la puissance du sentiment, mais d'une décision, d'un jugement, d'une promesse. Et Viktor Frankl aussi disait, dans l'amour, un moi ne se décide pas pour un ça, c'est-à-dire c'est pas une pulsion. Un moi se décide pour un toi. Voilà. Ou plutôt, un moi n'est pas poussé vers un ça, hein. C'est-à-dire que l'amour n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, un coup de foudre. C'est toute une construction de la personnalité, en fait. Bon, ça, c'est une vision qu'il faut reconstruire de nos jours. Voilà, c'est pour ça que l'éducation au mariage est très important, en fait. Voilà. Alors, justement, à l'époque au XIXe siècle, quelqu'un a été un précurseur. Il est un peu oublié de nos jours, il s'appelle Frédéric Leplay. Et ce monsieur, en fait, s'est intéressé à toutes les structures familiales européennes. Il les a étudiées de façon scientifique, s'est baladé partout, et il a écrit des thèses qui longtemps n'ont pas été très lues. Celui qui les a réhabilitées récemment, c'est Emmanuel Todd. Voilà. Toutes les études de Todd sont basées en fait sur les travaux de Leplay. Leplay a essayé de montrer le lien entre les structures familiales et les structures sociales. Alors Emmanuel Todd a distingué 4 types de modèles familiaux: libertaires et autoritaires, et égalitaires et inégalitaires. Et il voit comment euh, ces modèles familiaux favorisent ou au contraire inhibent le développement économique et social. Bon, on peut être d'accord ou pas avec les études de Todd, mais c'est quand même des questions intéressantes, voyez. Et c'est Leplay qui a été un pionnier de ça. Alors, Newton avait théorisé une loi fondamentale de l'ordre dans l'univers, et Kant voulait faire la même chose pour la sociologie. Kant s'est demandé quelle était la loi fondamentale qui nous tient ensemble. Parce que Newton a eu le génie de formuler la loi universelle de gravitation. Et donc nous savons que nous vivons dans un univers où tout tient ensemble. Ce qui n'est pas évident, on pourrait très bien vivre dans le chaos, mais non, c'est un univers qui est organisé. Bon, on pense que ça va de soi, mais en réalité, c'est un miracle, hein. C'est-à-dire qu'il y a dans l'univers un ordre vertical, hein, un ordre horizontal, et nous, sur Terre, nous avons un peu une illusion parce que nous disons, bah, c'est normal qu'il y ait le climat, il y ait la vie, il y ait tout ça, parce que nous sommes des terriens. Mais en fait, la Terre n'aurait pas cela si elle ne faisait pas partie de ce système. Quand on vit sur Terre, on dit c'est normal qu'il y ait de la vie, bon, mais il n'y en a pas ailleurs, enfin, autant que nous sachions. Et c'est dû à toutes sortes de paramètres qui sont indépendants des terriens, hein. S'il n'y avait pas le Soleil, s'il n'y avait pas le système solaire, nous n'aurions pas ce privilège. Donc la Terre tourne vaillamment autour d'elle-même chaque jour en 24 heures, mais elle fait aussi une révolution autour du Soleil en 365 jours, hein. Heureusement que c'est comme ça, il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas de grève dans le système solaire. C'est un système qui fonctionne bien, quoi. Voilà. Alors, justement, comment dire, Kant était fasciné par cet aspect de Newton, avoir trouvé l'équation universelle. Il s'est dit, je vais faire la même chose pour la société. Et pour lui, justement, l'altruisme, c'est la loi qui tient ensemble la société. Et pour lui, ce n'est pas simplement une question de sentiment, mais c'est réellement la combinaison de la liberté et de l'ordre, en fait. Trouver sa place dans la société, hein, avoir un instinct de ce qui nous entoure. C'est vrai que nous venons au monde avec des grands-parents. Parfois, nous connaissons nos arrière-grands-parents, c'est rare. Parfois, on connaît bien les ancêtres. Dans certaines familles, on les connaît très bien. Vous savez que en Extrême-Orient, par exemple, au Japon, en Corée, en Chine, on connaît les ancêtres jusqu'à 500 ou 600 ans, hein. Et nous espérons avoir des enfants. Donc ça, c'est un ordre vertical qui nous structure énormément, en fait, hein. On n'a pas idée à quel point nous sommes dépendants de cette hérédité. Nous sommes aussi liés à un ordre horizontal. Et donc, dans la philosophie africaine, il y a cette idée nous sommes, donc je suis, hein, cette idée de Ubuntu. Et il faut dire que, par exemple, si vous allez au Japon, vous allez avoir une société très grégaire, hein. C'est-à-dire les Japonais ont un sens social extrêmement fort. Ils savent se situer dans un groupe. Nous sommes plutôt gaulois, on est un petit peu anarchistes. Voilà. Mais alors, c'est parce que l'être humain
comme une planète, il a aussi son ordre individuel. Nous tournons autour de nous-mêmes et parfois, il nous faut une longue méditation pour nous apercevoir que nous faisons partie d'un groupe. Ce n'est pas si spontané. Nous sommes vraiment centrés sur nous-mêmes, pour le meilleur et pour le pire, hein. Les génies sont des gens très égocentriques, mais dans le meilleur des cas, ils vont aussi s'intégrer à la société, hein. Donc il faut combiner les deux. La société a besoin d'individus originaux, pas comme les autres, qui ne tournent pas tout à fait rond, vous voyez. Mais en même temps, il faut savoir les intégrer. Il faut savoir trouver une place pour les excentriques, comme en Angleterre, par exemple. Voilà. Voilà. Les Beatles qui deviennent chevaliers de je ne sais pas quel ordre. Voilà. Voilà. Alors, dans certains cas, on distingue la moralité, qui est, je dirais, la discipline personnelle, être fidèle à ses convictions, et l'éthique, trouver sa place dans un groupe. Les deux sont liés. Une personne qui n'a pas de discipline, qui n'est pas construite, aura du mal à jouer les règles du jeu, à trouver sa place, hein. Mais c'est très important de lier les deux. Il y a aussi des gens qui sont effectivement très disciplinés, mais qui n'ont pas tellement le sens d'autrui, hein, qui n'ont pas développé ça suffisamment. Alors, ensuite, je voudrais parler de l'individuation, c'est-à-dire comment se construit le moi, hein. Alors, nous sommes en France les héritiers de Descartes, je pense donc je suis. Nous sommes très centrés sur l'individu. Mais il y avait un philosophe allemand, Martin Buber. Il a pris le contre-pied de cela. Dans je et tu, il dit tu es, donc je suis, hein. En fait, l'enfant se construit par rapport à la deuxième personne du singulier, notamment son papa et sa maman. Le fait de dire tu, de s'adresser à quelqu'un, justement, c'est une personne. Ça n'existe que dans le monde humain. Nous ne sommes pas simplement des individus, nous sommes des personnes. Et nous allons construire le jeu par rapport à différents tu dans notre vie. Le jeu de Descartes est important, mais cette deuxième personne du singulier, qui est très mise en avant dans la philosophie de Buber et de Lévinas aussi, c'est la base aussi de notre éthique, le sens d'autrui en fait. Alors, justement, Descartes, enfin, on définit l'homme souvent comme Homo sapiens, un homme de raison, mais Buber définit l'être humain comme Homo dialogus. On pourrait dire aussi Homo amans, hein, l'homme qui aime, capacité affective. Alors, dans Qui es-tu, tu prends différents visages dans notre vie. Et parfois, nous ne connaissons pas très bien même les membres de notre famille. Ça peut arriver que un papa devienne un étranger pour ses enfants. Ça peut arriver. C'est une personne, une figure, mais finalement, il n'y a pas de dialogue très profond entre le père et ses enfants. Ça, c'est très grave, en fait, hein. Il doit y avoir une connaissance intime de nos parents, des deux en réalité. Alors, dans la philosophie chinoise, on appelle Rien la bienveillance, et c'est très codifié. Confucius a clarifié les différentes façons d'aimer les figures de la famille, comment on aime son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs. C'est très, très codifié dans la philosophie chinoise. Nous, ça nous passe un peu au-dessus de la tête parce qu'on n'a pas ce genre d'éducation en Europe. Mais vous voyez, en Orient, c'est très, très poussé. Alors justement, qui es-tu? Ben, au cours de notre vie, ça va être le père et la mère, les frères et sœurs, le conjoint. Et je dirais que l'amour conjugal, c'est le sommet de la relation entre je et tu, hein, le fameux je t'aime, la déclaration d'amour entre deux êtres. Mais ça ne peut prendre que s'il y a une histoire affective, hein. Deux êtres qui arrivent euh, justement au mariage sans cette construction, même s'il y a un coup de foudre, ça ne durera pas, hein. Il n'y a pas d'histoire affective suffisante pour s'attacher durablement à la personne qu'on aime. Il y a effectivement des grandes déclarations, mais comme disait Bagbede, l'amour dure 3 ans. L'amour dure 3 ans, oui. Mais de nos jours, il y a des gens qui sont constamment en train de tomber amoureux, mais 3 ans plus tard, c'est avec quelqu'un d'autre. Ça, ils sont- Oui, c'est embêtant, quoi. Donc pour le jeu et le tu, ça ne va pas, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas normal dans le développement affectif. L'être humain est normalement créé pour s'attacher à une personne. Voilà. Alors, le premier tu dans la vie, c'est le tu, alors de tendresse, mais aussi de respect, d'admiration, parfois un peu de crainte, hein, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que les auteurs de notre vie, c'est quand même quelque chose.
réfléchir au fait que papa et maman m'ont donné la vie, en fait. Ce ne sont pas des copains, c'est pas possible, hein. Donc il y a ce tu vertical qui est très important. Et c'est très important pour les parents, même lorsqu'ils sont très intimes avec leurs enfants, très proches, hein, de rappeler qu'ils sont aussi des figures d'autorité, dans le bon sens. Autorité, d'ailleurs, ça veut dire qui contribuent à élever, en fait, hein. Alors, la conversation, c'est très important. Parfois, les parents n'ont pas énormément de temps, mais le peu de temps qu'ils ont doit être un temps de qualité. Et il ne s'agit pas de parler de choses et d'autres, par exemple les devoirs et l'école, parce que dans ce cas-là, l'enfant se sent instrumentalisé. Il faut des relations personnelles, des conversations intimes, toi et moi, personnalisées, que le papa sorte avec l'un de ses enfants ou la maman les prenne à part. Ce sont des êtres tout à fait uniques. Et si on se contente de conversations un peu anonymes sur l'école, sur les activités, ben, l'enfant ne se sent pas vraiment aimé personnellement. Il va le sentir. Voilà. Même s'il y a de l'affection, il se sent un petit peu instrumentalisé en réalité, hein. Donc la conversation entre parents et enfants est très importante, l'échange de qualité. Ensuite, il y a le tu fraternel et les relations de complicité, les jeux avec les autres. Alors, dans les familles nombreuses, c'est parfois très fort de voir les liens. C'est vrai que les familles nombreuses, ça fait peur, hein. Famille de 5, 6 enfants, on se dit, mais comment ils font? Il y avait eu à TF1, il y a quelques années, un reportage sur les familles très, très nombreuses, genre 7, 8, 11 enfants. Et le public adorait ça. Les gens demandaient, nous aimons voir ce reportage, on ne ferait jamais ça. Mais ce que vivent ces gens-là, c'est incroyable. Ils ont l'air assez heureux malgré les défis. Alors, les gens disent, je ne vais jamais vivre comme ça. Mais de voir ce spectacle, c'était vraiment fascinant. Les relations entre frères et sœurs. Donc, il y avait des peintres aussi qui ont essayé de surprendre la conversation entre frères et sœurs, les secrets que l'on avoue à un aîné ou à un cadet. On a tous eu ce genre d'expérience. Moi, j'ai fréquenté, par exemple, des jeunes gens nés en Russie ou en Chine. Ils ne savent pas ce qu'est un frère ou une sœur. C'est l'enfant unique. Ils me disent, un frère, une sœur, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Donc, ils ont des copains et des amis, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de tutoyer quelqu'un qui est un frère ou une sœur. Vous savez que c'est une société comme ça, il y a quelque chose qui manque en fait, hein. Moi, j'ai vu en Chine la politique de l'enfant roi. Ben, c'est terrifiant en fait. Des enfants qui reçoivent uniquement l'affection des parents, des grands-parents, mais ils deviennent le centre du monde. Ce n'est pas humain dans un sens, hein. Alors c'est vrai que le sommet de la relation toi et moi, qui a été tellement exalté, notamment dans le romantisme, c'est le mariage, hein, l'amour conjugal. Nous avons tellement d'attentes dans ce toi particulier, l'élu de notre cœur, l'âme sœur. L'être humain est créé pour ce grand jour, en fait, du mariage, hein, parce que fondamentalement, nous nous sentons créés pour quelqu'un. Et dans le meilleur des cas, ça va durer toute la vie, hein. Là encore, beaucoup de reportages montrent que les couples qui se sont aimés toute une vie fascinent, hein. Les gens qui se sont connus très jeunes et qui vivent longtemps, jusqu'à la mort en fait. Donc, beaucoup de personnes se disent, je n'y arriverai jamais, mais c'est quand même beau à voir, voyez. Alors justement, Nietzsche disait, le mariage est une longue conversation. Et André Mauroy ajoutait, un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. Nietzsche disait, si tu épouses ta femme uniquement parce qu'elle est jolie, hein, ça n'ira pas longtemps. Il faut, il faut que tu parles avec elle. Voilà. Et développer l'art de la conversation. Et en fait, alors, le sommet en fait de l'amour, enfin pour autrui, c'est de devenir parent. Et les parents, finalement, ont une relation personnelle avec chacun de leurs enfants. Chaque enfant est unique. Aussi, Khalil Gibran nous a mis en garde de ne pas trop projeter sur nos enfants, hein. Khalil Gibran nous dit qu'il ne faut pas être possessif. En fait, l'enfant connaît le futur et il enseigne le futur à ses parents. Donc, le parent veut être respecté, c'est vrai, mais il ne faut pas être possessif. Il faut admettre que notre enfant nous ressemble, mais en même temps, il est très différent de nous. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée des familles et vivre ensemble.